Donc c'est un grand plaisir d'accueillir Florence Côté. Oui, oui. Plaisir partagé. Voilà. Alors ça serait assez long de vous le présenter, et donc j'ai choisi, aussi ça va être des morceaux choisis qui m'ont paru importants quand même, pour vous montrer son implication dans les soins de support. Donc il est avant tout oncologue médical à l'HEGP, donc à l'hôpital Georges Pompidou. Il est responsable du premier DU, soins oncologiques de support. Peut-être le seul, je ne sais pas encore. Il y en a peut-être d'autres maintenant, mais en tout cas... Il commence à voir le jour dans le sud-ouest. Voilà. Il est aussi responsable de l'unité fonctionnelle d'hospitalisation, et ça, je pense qu'on peut-être on en reparlera au cours de la discussion, dans soins de support. C'est, je crois, la première, la seule, et avec chef de clinique interne, et je pense que ça doit être aussi un lieu à la fois de recherche et de réflexion sur la mise en place des soins de support. Il est secrétaire général de l'AFSOS et il est coordinateur d'une enquête nationale qui s'appelle Baromètre soins de support sur les pratiques en soins de support. Donc, je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est pour vous montrer, non mais trêve de plaisanterie, c'est pour vous montrer, je pense, son expertise dans ce que sont les soins de support, parce que les soins de support, ça peut paraître, enfin c'est avant tout du bon sens, mais organiser le bon sens en médecine, c'est parfois complexe. En ce qui concerne la coordination, la pluridisciplinarité et aussi surtout l'expertise. Donc je pense qu'on pourra aussi, au cours de la discussion, l'interroger sur tous ces sujets. Donc merci Florian. Parole. Merci à toi. Je suis très touché. L'expertise, je ne sais pas, en tout cas un engagement, c'est sûr, comme tout le monde ici. Je crois que c'est tout l'intérêt des soins de support de ces disciplines qui est juste de la prise en charge du patient. En cancérologie, il est important qu'on s'occupe du patient avant tout et de ses proches. Et l'idée du soin de support qui est de travailler les uns avec les autres en interdisciplinarité, en pluriprofessionnalité, apparaît indispensable en médecine, évidemment en cancéro. Donc, je suis très heureux, Claire, je te remercie de ta présentation. Je te transmets les bis d'Ivan Krakowski, qui, évidemment, en tant que président de l'AFSOS, est notre gourou à tous, accompagne évidemment cette journée. Merci aussi à Stéphane de toute sa gentillesse, avec le grand plaisir de l'accueillir au sein du conseil d'administration de l'AFSOS depuis plusieurs mois maintenant, et on est tous très heureux de pouvoir agir de façon dynamique avec un tel monsieur. Et puis, je suis un petit peu impressionné, ému de parler devant vous, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui se font en Basse-Normandie, beaucoup plus qu'à Paris. Et je vois que le lien avec l'ARS, qui est fondamental, ici me semble très fort. Vous allez hériter d'une grande dame qui s'appelle Monique Ricôme dans quelques semaines, qui est... Comment ? Ça y est, elle est arrivée. Qui vient de la PHP. Je la connais un tout petit peu parce qu'elle était directrice de Pompidou quasiment à l'ouverture de l'hôpital. Et donc, elle n'a pas vécu le développement des soins de support sur la HEGP, mais par contre, elle a vécu la mise en place d'une RCP de soins de support qui, à l'époque, était la première sur la PHP. Alors, l'unité fonctionnelle, si vous voulez, on en parlera un peu. C'est effectivement un développement. Ça fait partie dans le plan cancer de tout ce qui va être développé sur les soins de support. Ça a été la suite de cette RCP parce qu'on s'est rendu compte que pour certains patients, les consultations, la RCP et l'hôpital de jour ne suffisaient pas et les patients en grande détresse nécessitaient d'être pris en charge à l'hôpital, faute d'être pris en charge en ville éventuellement. Alors le plan cancer 3 et les soins de support, la lecture du plan cancer, enfin ça m'a permis déjà d'avoir une vraie lecture du plan cancer et pas de m'arrêter à la synthèse, donc d'avaler les 153 pages, je crois, du plan cancer, ce qui n'est pas inintéressant. Et quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a des points qui ont été très fouillés, on se rend compte qu'il y a des points qui sont encore évoqués, mais sur lesquels on n'a pas vraiment de développement mis en avant, mis en transparence. Je pense qu'on ne pourra pas tout faire dans ce nouveau plan. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec le plan numéro 1, le plan numéro 2. Là, ce qui a été proposé par Vernon, qui est hématologue, c'est d'essayer de développer surtout l'inégalité, le lien avec la ville. Et ça, c'était déjà l'item de Jean-Pierre Grunfeld sur le plan cancer 2. Et je crois que vraiment, là, on est dans une optique de développement du lien entre l'hôpital et la ville. Alors, le plan cancer 3, un petit rappel, la définition des soins de support qui a été écrite par le groupe mené à l'époque par Ivan Krakowski. On est en 2003, quand cette définition française voit le jour. Elle est reprise dans le plan cancer numéro 1. Elle est reprise ensuite dans la circulaire de la DHOS du 22 février 2005. Et celle-ci, c'est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie. Donc on parle bien depuis le diagnostic jusqu'à l'accompagnement du patient après la phase cancer. Et j'insiste, après la phase cancer, après la maladie,
Si vous allez voir que c'est l'un des enjeux nouveaux du plan cancer 3, ça veut dire le lien avec les équipes de soins palliatifs lorsqu'on a avec un patient en arrêt des traitements ou en limitation des traitements, et ça veut dire aussi l'accompagnement du patient après la maladie, qui va reprendre une vie sociale, qui va reprendre une vie personnelle, qui va reprendre une sexualité, comme ça a été dit tout à l'heure. Et je suis très heureux que Pierre Bondy intervienne après, parce qu'il travaille énormément sur ce domaine. C'était la mesure 42 du plan cancer. On a découvert les soins de support, on a découvert qu'il fallait accompagner le patient atteint de cancer avec le premier plan. C'est en 2005. Je m'amuse toujours dans le DU à faire le petit clin d'œil. Jean Klastierski à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles, en Belgique. Alors de Paris, c'est 2h30, d'ici, je pense que c'est peut-être un petit peu plus long. Mais c'est pas très très loin, c'est de l'autre côté de la frontière. Avait sorti une première définition des soins de support qui correspond à peu près à la nôtre, en anglais, au moment de la création de la MASC, l'Association internationale de soins de support, en 1990. Il a fallu 15 ans pour faire 250 km à arriver à Paris au niveau des ministères français pour qu'on sorte une définition. Quand on est dans le plan cancer 1, dans la circulaire de la DHES, les soins de support sont identifiés avec les différents items qui sont là. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y a des points de suspension. Vous voyez que déjà à l'époque, on abordait la fatigue, on abordait la douleur, qui sont deux enjeux majeurs de l'accompagnement du patient atteint de cancer, qui sont deux enjeux majeurs de l'accompagnement du patient tout court, notamment dans les maladies chroniques. Parce qu'il faut bien avoir en tête que les soins de support, aujourd'hui, on se les accapare en oncohématologie, mais les soins de support touchent l'ensemble des disciplines chroniques, touchent l'ensemble des patients atteints d'une maladie. La nutrition, les troubles digestifs, les troubles de la sexualité, les problèmes liés à l'accompagnement des proches également, les enfants, la gériatrie, le lien avec les soins palliatifs, tout ça a été identifié dans le premier plan cancer. Et c'est à la suite de ce premier plan qu'il faut malgré tout souligner parce qu'il est important. Il a permis d'enlever le tabou du mot cancer en France et commencer à travailler sur cette pathologie. Ce n'est pas une nouvelle discipline, c'est ce qui a été dit dans le plan cancer numéro 1. On se rend compte au bout de 10 ans que peut-être malgré tout qu'on a besoin d'identifier certaines personnes qui vont peut-être plus agir de façon spécifique dans ce domaine. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure si on en a le temps. C'est une coordination mobilisant les compétences, et ça reste le cas. Les soins de support ne sont pas une nouvelle discipline, c'est ce qu'on fait tous depuis toujours. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir coordonner les compétences des uns et des autres. Être capable d'aller chercher dans l'hôpital, dans le centre, en ville, dans les différents cabinets, des personnes qui éventuellement sont isolées, qui vont pouvoir se regrouper, donc se renforcer pour apporter leur lumière, pour apporter leurs compétences, afin de mieux accompagner le patient. En particulier dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des RCP de soins de support? Est-ce que ce sont les RCP d'organes dans lesquels il faut parler de soins de support? Est-ce que ce sont des réunions d'équipe dans lesquelles on va aborder différentes thématiques? Ça fait partie du plan cancer 3. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de récent là. Hein. On est déjà à 10 ans du premier plan cancer et ça fait toujours partie de cette réflexion. Ça fait partie de la démarche de cancérologie. Ça, c'est le clin d'œil vers notre ARS, nos ARS. La démarche de cancérologie, ça veut dire accréditation, autorisation à faire de la cancérologie. S'il n'y a pas de soins de support dans un centre, dans un établissement, on ne peut pas, en théorie, développer une prise en charge des patients atteints de cancer. Et puis évidemment, le lien indispensable avec la démarche palliative, avec les équipes de soins palliatifs. Il n'est pas question, dans ce développement des soins de support, de mettre de côté l'une ou l'autre des disciplines, notamment les soins palliatifs. Alors, des citations. Ça, c'est une diapo que j'ai piquée à Ivan Krakowski parce qu'il a fait ce travail du nombre de citations dans le plan. Vous voyez qu'on a 85 fois cité l'inégalité. Et comme ça a été dit tout à l'heure, l'inégalité, effectivement, est l'un des enjeux majeurs de ce plan cancer 3. C'était déjà quand même dans l'idée du plan cancer 2 par Jean-Pierre Grunfeld. 130 fois les soins, heureusement. 156 fois le dépistage, 253 fois la recherche. Bah oui, parce que quand on fait un plan, ça veut dire qu'on n'a pas tout mis en place. C'est-à-dire qu'il va falloir développer des choses. Pour développer des choses, il faut développer évidemment la recherche. Et vous verrez que ce qui est très intéressant dans ce plan cancer 3, c'est qu'on commence à aborder la notion de recherche en sciences humaines. Ce qui pour l'instant avait été mis de côté, on était plutôt sur une recherche très scientifique, peut-être plus médicamenteuse. On commence à voir une définition de la recherche autour de l'organisation. Les soins palliatifs sont cités 5 fois. C'est peut-être le parent pauvre de ce plan cancer 3. Effectivement, les soins palliatifs n'apparaissent pas réellement. On peut craindre qu'ils soient un peu mis de côté. C'est pour ça que dans cet élan des soins de support dans lequel nous vivons actuellement, il ne faut surtout pas, encore une fois, mettre de côté les uns et les autres. On ne peut exister, on ne peut accompagner correctement un patient qu'en étant regroupé, qu'en étant réunis. Je ne fais pas la pub pour la CGT qui nous sont un peu en ce moment avec la CGT.
J'en parle sciemment parce qu'il faut vraiment construire le groupe. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de scission entre les équipes dans les différents établissements. On doit avancer ensemble. Et donc, si les soins palliatifs ne sont que peu cités dans le plan cancer, ils font partie intégrante de cet accompagnement et de cet élan pour l'accompagnement du malade. 9 fois la douleur, 2 fois plus que les soins palliatifs, mais bon. 9 fois la nutrition, c'est pareil. Pourtant, il y a quand même un paragraphe spécifique douleur nutrition, activité physique, la douleur un petit peu moins. Et puis 23 fois les soins de support avec un vrai chapitre spécifique, comme on va le voir. Et en fait, on le retrouve absolument partout, les soins de support, puisque dans toute la démarche de soins et l'accompagnement du patient après la maladie cancéreuse, les soins de support, évidemment, sont mis en avant. L'effort financier, parce que l'enjeu d'un plan cancer, ce sont les sous. En France, moi, il y en a vouloir des sous, c'est Jean-Yann qui le disait dans les années 70, mais c'est important d'avoir des sous pour pouvoir faire. Et dans une situation économique de crise, comme on le vit tous au quotidien, développer des sous pour accompagner le malade, c'est pas mal. L'effort financier qui est fait est supérieur au plan cancer 2, où 1,2 milliard d'euros avaient été mis à disposition. Là, c'est 1,5 milliard d'euros qui devraient être mis à disposition, qui devraient être utilisés. Donc, tout à l'heure, on a une petite discussion avec l'ERI et le réseau qui développe des modes de financement sur ces soins de support. Ça fait partie du plan de cancer. Vous êtes donc en avance sur le plan cancer. Donc, merci. Si vous pouviez nous donner des trucs sur Paris, ça serait sympa. Pour rappel, le coût global du cancer en France, c'est 14 milliards. Et sur une étude qu'on vient de mener avec Isabelle Borges sur le coût de la thrombose, avec un topic particulier, on a repris la donnée du coût annuel d'un patient atteint de cancer. C'est 10 000 euros. Alors, juste pour faire le lien avec la thrombose, une récidive de thrombose qui pourrait être évitée si on prenait en charge correctement le patient dès le début, c'est 5 000 euros sur un an. Donc, vous voyez qu'on est déjà à la moitié du budget annuel du patient atteint de cancer. C'est du traitement de support. Vous voyez que si on fait correctement nos traitements de support, nos soins de support, on peut faire des économies et du même coup laisser la place à des véritables thérapeutiques anticancéreuses et à leur développement. Le plan cancer 3 a une ambition. L'ambition, c'est d'abord autour du soin, d'insérer encore plus le patient dans sa globalité. Le patient atteint de cette maladie dans sa globalité, qui va être touché dans toutes les sphères de la maladie, de la vie. Toutes les sphères de la vie, ça veut dire des sphères intimes, ça veut dire des sphères professionnelles, ça veut dire des sphères sociales, et ça veut dire qu'il faut vraiment avoir ce regard global du patient. Et pour faire un clin d'œil, il y a Ceci Saunders qui avait donné cette définition du soin palliatif, qui est l'accompagnement de la souffrance globale avec les souffrances physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Dans le palliatif, on est effectivement très engagé vers le spirituel, peut-être moins dans cette idée de support depuis le début de la maladie, mais cette notion de globalité revient en première ligne dans ce plan cancer 3 et ça me semble très important de le souligner. Donc, dans le plan cancer 3, il est dit dans l'ambition de mettre en avant systématiquement les soins de support. C'est dit, c'est un engagement. Ça n'avait pas été dit comme ça auparavant, donc c'est important de le noter. Une vigilance accrue au risque des séquelles. Les séquelles des traitements de la maladie, les séquelles de la maladie elle-même. On le dit, c'est la phase après-cancer. Aux États-Unis, au congrès de l'ASCO, tous les ans, on a une session, soins de support, qui s'appelle maintenant Patient and Survivor Care. On associe le patient care, c'est notre supportive care dont on parle en France, avec le survivor care, l'accompagnement du patient après la maladie cancéreuse. C'est important. La première information, la première session survivor care aux États-Unis à l'ASCO, c'était en 2006. On est en 2014. On commence à parler du patient dans cette phase après-cancer de façon officielle. On en parle depuis longtemps, mais de façon officielle dans ce plan en 2014. Et puis préserver la continuité de la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est évidemment notre enjeu de tous les jours. Un point important, c'est la formation. Et je crois qu'il est indispensable d'agir sur cette formation, car l'enseignement des pathologies, l'enseignement des souffrances, l'enseignement de la communication, de l'information est fondamental et au-delà des sous, est au cœur de ce plan cancer, est au cœur de l'effort qu'on doit faire au jour le jour. C'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire au quotidien au lit du malade, avec une formation des soignants, des professionnels, qu'ils soient médecins, qu'ils soient non médecins, mais également la formation de bénévoles, mais également la formation des patients et de ses proches. Et c'est par le biais de cette formation qu'on va pouvoir parler un langage commun et mettre en transparence ce qu'on peut leur proposer. Dans cette formation, il y a cette notion de nouveau métier. Ça, je crois que c'est un enjeu important, c'est la notion d'infirmière clinicienne, d'infirmier clinicien, pardon, pour faire de la parité dans le sens. L'infirmier clinicien, c'est peut-être cette idée d'infirmier coordinateur qu'on avait dans le plan cancer 2, c'est-à-dire un poste qui va permettre d'accompagner, de faire le lien entre les différentes disciplines
pour accompagner le patient atteint de cancer. Mais ça va beaucoup plus loin. On va jusqu'à une possibilité de prescription de cet infirmier clinicien. Une prescription avec des protocoles qui ont déjà été préétablis, avec un cadre qui va être parfaitement identifié. Mais pour avoir cette prescription, on va passer par un master. Un master, ça veut dire une reconnaissance de la profession infirmier, c'est-à-dire une reconnaissance de ce rôle fondamental au quotidien qu'ont les paramédicaux au contact des médicaux, évidemment. Et puis, ils vont avoir un rôle fondamental dans cette prescription des supports. Parce qu'on sait que les médecins vont penser d'abord à la thérapeutique, peut-être curative, et peut-être plus délaisser du même coup, faute de temps ou faute de matériel, tout cet accompagnement de support. De façon à renforcer les choses, de façon à systématiser ce regard sur le soin de support, les infirmiers cliniciens vont être mis en avant. Ça, je crois que c'est un pas important. Dans le mode de financement, c'est certainement l'un des points majeurs de ce financement. Il faudra travailler là-dessus. Et puis évidemment, il va y avoir une coopération indispensable. Il n'est pas question de créer à nouveau une équipe, un praticien en marge des autres. Il faudra que tout le monde puisse travailler ensemble. Et puis il faut former les médecins malgré tout. Former les médecins à la communication, former les médecins à ce lien qu'il doit avoir avec le malade, former le médecin à cette reconnaissance des souffrances du patient. Et ça doit être intégré dans les DES, ça doit être intégré dans les DESC. Et il est dit qu'au-delà du DES cancérologie, du DES oncologie, dans chaque discipline d'organes, dans chaque DES de spécialité, l'idée est d'avoir un module optionnel qui va traiter des soins de support. Ça, c'est une donnée importante. Aujourd'hui, l'AFSOS fait largement partie de l'effort de formation dans les DES et dans les DESC qu'on a partout en France, mais c'est vrai qu'on touche uniquement, exclusivement, le domaine des cancérologues. Aujourd'hui, on va pouvoir intégrer peut-être les orthopédistes, on va peut-être pouvoir intégrer également les rhumatos, les neurologues, d'autres. Je ne vais pas citer toutes les disciplines, mais c'est très important parce que en ayant ce module optionnel, certaines personnes dans les disciplines d'organes vont développer un regard particulier sur la souffrance du malade. Et je pense que c'est très important pour le développement des soins de support, mais au-delà de ça, pour la reconnaissance, par exemple, de la douleur. Les chirurgiens qui vont avoir un enseignement sur la douleur dans leur DES, va se dire que peut-être, en emmenant leurs patients au bloc, ils vont être plus vigilants à être en lien avec les équipes de lutte contre la douleur. Et puis les desks transversales à développer. Donc vous voyez qu'il y a déjà un effort qui existe aujourd'hui, mais qui doit être développé, qui a pour objectif d'être développé dans ce plan Cancer 3. Et puis la formation continue où on est dans cette phase de après-études, avec une refonte du troisième cycle, et puis le développement professionnel continu, ce fameux DPC qui doit voir le jour, qui a vu le jour, qui a vu la nuit, qui revoit le jour, qui fait un peu comme la chanson de Johnny Hallyday. L'idée est une destination de ce DPC en pluriprofessionnel. On n'est pas sur les médecins, on est vraiment en pluriprofessionnel. On voit qu'on reste encore dans cette pluriprofessionnalité, cette interdisciplinarité qui est fondamentale dans notre effort. Développer de nouvelles modalités thérapeutiques, l'éducation thérapeutique, le TP c'est très important, et puis les soins de support. Ça va ? Je vous baratine un peu. Je prends un peu de temps. Comment ? Ça va dans le temps ? Ok. Alors, chapitre important, le chapitre soins. C'est l'objectif numéro 7. Il y a 2 chapitres importants, objectif numéro 7, objectif numéro 8, en ce qui nous concerne aujourd'hui. L'objectif 7, assurer des prises en charge globales et personnalisées. Vous savez, la médecine personnalisée, ce n'est pas juste une cible tumorale, une cible moléculaire, la médecine personnalisée. Là-dessus, on travaille avec Christian Hervé au laboratoire Paris 5 à Paris. On a intégré le programme CIRIC, un programme de recherche sur cette médecine personnalisée, de façon à ce qu'il y ait un regard global de la personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste développer une super molécule, un PD-L1 qui va agir et entraîner un taux de réponse formidable. On va aussi essayer de réfléchir à que faire quand le patient n'a pas la cible, que faire quand le patient échappe au traitement, que faire quand le patient a différentes souffrances, que faire quand il faut parler avec le patient de sa maladie. Et ça, c'est une intégration d'une démarche éthique qui est fondamentale dans cette notion de médecine personnalisée, et s'en fait partie. Donc, prendre en compte l'ensemble des besoins de la personne et de ses proches, et puis accompagner de façon globale en organisant la coordination des uns et des autres. Vous voyez qu'on est toujours dans cette idée de coordination, avec comme objectif de remettre un programme personnalisé, écoutez bien, de soins, le PPS, on le connaît,
un programme personnalisé de soins et de l'après-cancer. Ça, c'est la nouveauté du plan Cancer 3, c'est qu'on intègre donc cette notion de l'après-cancer. Est-ce qu'il ne s'agirait pas là d'une nouvelle définition des soins de support? C'est la seule animation du diaporama. J'en suis très fier, j'ai enfin réussi à faire une boucle. Est-ce qu'on ne serait pas dans une nouvelle définition des soins de support? Je pose la question, ça peut être débattu, mais cette idée globalité me semble vraiment très intéressante à développer. Fluidifier, adapter les parcours, reprendre la notion de besoin global. On est encore dans cette idée de globalité. Alors, on n'est pas vraiment dans le soin de support, mais ça en fait partie, parce que c'est l'organisation de la prise en charge. Orienter dès le diagnostic de cancer le patient. Il faudrait que les médecins généralistes aient un lien avec un numéro de téléphone dans les services. Est-ce que vous le faites? Peut-être. Nous, à Pompidou, on en parle depuis 15 ans. On n'a toujours pas réussi à le mettre en place, parce que certains sont pour, certains sont contre, mais c'est difficile. C'est ce qu'attendent uniquement les médecins généralistes. Pour avoir fait plusieurs réunions avec eux, j'arrive avec des super projets, on va travailler ensemble. Au bout de 2 minutes, je me prends un premier soufflet où c'est vous avez un numéro de téléphone à nous donner? Oui, mais on va en parler, mais je voudrais vous parler des projets. Avez-vous un numéro de téléphone à nous donner? On en a marre des secrétariats qui ne répondent pas. Bon, alors, la secrétaire, elle répond quand elle peut parce que le téléphone sonne tout le temps. 2 numéros de téléphone, oui, je peux vous donner également le numéro de ma chambre d'hôtel, mais c'est ce qu'ils demandent. Dispositif d'annonce. Intéressant le dispositif d'annonce, baromètre soins de support numéro 2 en 2013. L'infirmière d'annonce présente les soins de support pour 40% des patients. C'est une enquête qui a été faite sur plus de 1500 patients partout sur le territoire. En 2010, les soins de support étaient présentés au regard des médecins par 52%, pour 52% par les infirmières d'annonce. C'était déjà très peu. En 2010, on arrive à 40%. Regard médical, regard également des patients. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est que les équipes dédiées aux soins de support présentent les soins de support à 60%. Et le premier à les présenter, malgré tout, ça reste l'oncologue, qui a ce lien très important dans le parcours du patient. Et c'est ce qu'avait montré Gisèle Schwesthoff dans le cadre de sa thèse de sciences au laboratoire Paris 5. C'est que l'oncologue a, malgré tout, même s'il voit que 20 minutes dans la vie du patient sont malades, il a un rôle privilégié. Donc il va falloir travailler sur cette annonce qui est importante. Préserver la fertilité. On peut parler également évidemment de sexualité. Les populations fragiles, c'est l'enjeu sur la précarité et éviter les inégalités, et puis s'adapter aux conditions particulières de patients, on rejoint aussi les inégalités. Et puis donc ce développement du programme personnalisé de soins et de l'après-cancer, ça fera partie d'une mesure transversale d'autorisation. Donc on reste dans la démarche de cancérologie avec un tampon obligatoire. Si on ne remet pas ce programme personnalisé à nos patients, on n'aura pas le droit de continuer à exercer la cancérologie, autant que le quota de prise en charge de cancer du sein, de cancer du poumon ou autre chose. Donc c'est important qu'on se le mette dans la tête très rapidement. L'objectif à terme du dossier communicant de cancérologie, vous voyez, là j'ai fait un copier-coller de l'action 15.3, faire du dossier communicant de cancérologie un outil d'observation et d'évaluation des soins au niveau local, régional et national. Je crois que, si on va un peu plus loin, ça s'appelle la traçabilité. Donc c'est très bien parce qu'on saura ce qui est fait et on pourra continuer à développer les actions. Mais dans notre société actuelle, c'est aussi une traçabilité, c'est-à-dire qu'on sache ce qui est fait, ce qui n'a pas été fait. Point de suspension. Mais soyons vigilants à ça. On rentre aujourd'hui dans des textes. Dans les textes, après, il y a des actions. Garantir l'articulation avec la ville, hôpital-ville. Point 7.4. Avec la consultation de fin de traitement. Et c'est là qu'on a le poste d'infirmière j'ai oublié son nom. J'appelle l'infirmière coordinatrice, donc j'arrive pas à me défaire de ce nom. C'est là qu'on a ce poste privilégié qui va permettre d'articuler donc les uns et les autres, comme on en a parlé tout à l'heure. Passer le relais de l'information. Être capable de redéfinir les rôles de chacun dans le suivi du malade. Est-ce que le patient doit venir systématiquement à l'hôpital voir le cancérologue ? Ou est-ce qu'on peut avoir un lien avec la ville? Mais pour avoir un lien avec la ville, il faut avoir formé la ville. Il faut avoir formé les libéraux qui vont aller vers le patient. Il faut avoir mis en place un lien avec le réseau. Et merci de votre accueil aujourd'hui en Basse-Normandie, puisque ce lien avec le réseau doit évidemment être au centre de cette communication. C'est également une mesure transversale d'autorisation. Structurer l'organisation territoriale en lien avec les ARS. Donc là, je vois qu'en Basse-Normandie, le lien avec les ARS est évident puisque vous êtes là et puisque vous avez déjà beaucoup de travaux en commun, notamment sur le financement de ces soins de support, ce qui existe
peu, là aussi, dans le baromètre soins de support, dans le baromètre AFSOS, on a 40% de recherche de financement. Améliorer la qualité de vie par l'accès aux soins de support, là on rentre complètement dedans. Ce qui est dit dans le plan cancer 3, c'est qu'il y a un manque de visibilité, de lisibilité de ce que sont les soins de support. Et c'est ce qu'on entend quand on pose la question aux patients, ils ne savent pas ce que sont les soins de support. Donc à nous de le développer, à nous de bien redire que ces soins de support comprennent, dans une acceptation large, le traitement de la douleur, des problèmes diététiques, du soutien psychologique, du suivi social pendant la maladie et le lien avec les soins palliatifs. Et c'est ce qu'on appelle une prise en charge de qualité. On est encore dans le plan cancer 1, on suit encore nos différents items et on doit continuer à les développer. Et il faut organiser la détection des besoins. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est insuffisamment fait lors des consultations d'annonce. Alors, il n'est pas question de critiquer un ou l'autre des acteurs. C'est d'une façon globale. Il faut vraiment développer cette recherche de détection des besoins. Et c'est un travail qui va être mené par l'AFSOS. Stéphane va en parler. On avait déjà beaucoup discuté avec Carole Bouleuk à l'Institut Curie de travailler sur une modèle par électronique pour cocher des différentes cases. Faute de temps, faute de matériel, on a eu du mal à le développer. On va développer les choses par la suite. Ça va toujours ? Oui. L'orientation adéquate vers les soins de support pour tous. Il n'y a pas que les gens qui ont des sous qui peuvent accéder à des soins de support. Il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Il n'y a pas que les gens hospitalisés qui doivent avoir des soins de support. Les patients qui sont en ville également doivent y avoir accès. Il n'y a pas que les parigots têtes de veau qui doivent avoir accès aux soins de support. Il y a également tous les gens qui habitent en banlieue, en province ou à distance. Je vous rappelle que, je te remercie Xavier d'avoir insisté, l'AFSOS c'est l'association francophone. Donc on parle bien, non pas pour ceux qui sont sur les terrains de football ce soir, on parle bien de la francophonie avec le Benelux, avec le Maghreb, avec l'Afrique noire francophone, avec le Québec, avec éventuellement les pays des Balkans qui parlent le français. Là aussi, on est dans des critères d'autorisation. Il doit y avoir un relais dans ce programme personnalisé de soins et de l'après-cancer. Et puis, alors cette notion, le point 7.7, amélioration de l'accès aux soins de support de qualité, avec production de référentiels nationaux de bonnes pratiques. Stéphane, je pense, en parlera. L'AFSOS a développé depuis plusieurs années les journées des référentiels, le J2R, qui publie des référentiels interrégionaux. Donc, ce sont des travaux qui sont faits en terrain local, de façon à ce que vous puissiez vous approprier ces travaux, de façon à ce que vous puissiez travailler sur ces référentiels et qu'ils correspondent à notre pratique au quotidien. C'est-à-dire pas avoir quelque chose pondu par 4 experts dans un bureau aux États-Unis, mais avoir quelque chose qui a été travaillé par des experts du terrain, des experts du malade et de ses proches. Et puis faciliter l'accès aux soins de support à la ville comme à l'hôpital, notamment les psys. Alors ça, les psys... Depuis le plan cancer 1, il y a des sous qui doivent être développés pour les psys. Ça a été fait un peu, pas beaucoup. Forfaitiser et rechercher de nouveaux modes de rémunération. Et puis, solution de garde des enfants pendant le traitement des parents, ça s'en dépend, on dépasse le soin de support, mais d'un point de vue social, c'est quelque chose qui est majeur. Faciliter la vie à domicile et l'hébergement adapté pour les patients, et éventuellement pour leurs proches, c'est-à-dire trouver des modes d'hébergement des parents lorsque l'enfant est hospitalisé. Ça veut dire également trouver des modes de garde donc, pour l'enfant quand les parents sont hospitalisés, essayer de trouver des ressources pour aider les aides ménagères, pour aider l'accompagnement au domicile des patients et la réflexion avec des financeurs qui sont mis en place. La prise en compte des besoins des proches et des aidants, promouvoir l'accès à des solutions d'hébergement, on vient d'en parler. Et puis, on parle des démunis, on parle de la précarité, on parle de la vulnérabilité. Ça, c'est l'enjeu du plan cancer 3. Tous les patients atteints de cancer ou atteints de maladies chroniques sont des personnes vulnérables. Certains le sont encore plus que d'autres pour des problèmes de sous, pour des problèmes sociaux. Et le plan cancer 3 est donc notre rôle est également de regarder ces patients-là. L'accès à l'information est important, promouvoir l'éducation thérapeutique, expérimenter le patient ressource. Ça, c'est le bénévole qui va peut-être jouer un rôle plus important dans l'avenir, dans cette présentation et dans cet accès aux soins de support. L'après-cancer, je suis désolé, j'étais très long au début. L'objectif 8, réduire les risques et les séquelles du second cancer. Ça, c'est un véritable enjeu qui avait été déjà, je me souviens de Dominique Marinaki lors de réunions à l'INCA qui avait prôné le développement de toutes les méthodes pour éviter la survenue d'un second cancer. C'est ce qu'il appelle la prévention tertiaire. Cette prévention tertiaire, elle intègre complètement le plan cancer 3 avec le travail
autour, des séquelles dans la phase après-cancer, des séquelles psychologiques, les séquelles douleurs majeures, les séquelles sexuelles. Ah, c'est très bien. Chaque année maintenant à l'ASCO, depuis 2 ans, on a des présentations de modalités d'accompagnement des patients pour les troubles de la sexualité. L'an dernier, c'était une évaluation des perceptions des troubles de la sexualité. Cette année, on avait même des techniques avec, Pierre pourra peut-être nous en parler tout à l'heure, développement d'un topique local avec un gel hydratant avec de la DHEA à 6,5 mg. Plaf! On met une seringue dans le vagin et hop, on retrouve une trophicité de la muqueuse vaginale telle que les patientes retrouvent une satisfaction sexuelle. Et c'est majeur, c'est important dans la phase après cancer. Préserver la fertilité, on en a parlé. Il faut d'abord informer les patients qu'il peut y avoir des troubles de la fertilité. Est-ce qu'on le fait tous au quotidien? Je n'en suis pas persuadé. En ce qui me concerne, je ne le fais pas systématiquement et c'est une erreur. Développer les recommandations, développer l'accès vers les centres de PMA pour accompagner les patients. Suivre l'enfant et l'adolescent. Donc on est beaucoup sur la pédiatrie, sur la mise en avant, pareil, de la vulnérabilité, des inégalités. Ce sont des niches dans le cancer. Et améliorer la prise en compte des séquelles, on en a parlé. Oui, voilà. Et puis l'objectif 9, connaître les patients. Ça c'est intéressant parce que là on dépasse le plan avec les différents points. Connaître le vécu du patient. C'est marrant, ça, à quoi ça sert? Il y a un cancer, on le voit tous les jours, c'est bon, on suit les symptômes. Non, on va essayer de connaître les choses et de connaître les choses de façon globale et de façon individuelle. Donc on va développer des baromètres, on va développer des enquêtes, et ça a été fait de façon à savoir ce qui se passe réellement au quotidien, avec des enquêtes à 2 ans et puis avec un objectif à 5 ans, et certainement plus, de façon à voir quel est le mode de vie des malades, et puis avoir un accès à des bases de données publiques de façon à avoir ce regard spécifique sur le vécu des patients. Et je termine pour conclure, donc, les points qui m'ont semblé, à ma lecture, parce que c'est forcément une lecture biaisée, même si j'ai repris les différents points, l'importance des soins de support dans le parcours de soins, l'importance d'identifier les vulnérabilités, les inégalités sociales face à la maladie cancéreuse et face à la vie tout court, insister sur la phase après-cancer, souvenez-vous, le programme personnalisé de soins et d'après-cancer, et puis le lien hôpital-ville, la place des réseaux et le lien indispensable avec les ARS qui aujourd'hui représentent notre tutelle de référence avec lesquels il faut qu'on apprenne à s'articuler et non pas à se dire encore une tutelle qui va nous casser les pieds. Ils doivent être nos acteurs, nos aidants. On doit travailler avec eux pour développer cette prise en charge. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci Florian, parce que je pense que la tâche était rude que de lire 150 pages, les analyser, les reformuler et de montrer qu'en fait ce qui est écrit dans les différents plans cancer sont en lien avec la vraie vie. C'était quand même... Voilà, merci pour ça. Je suppose qu'il va y avoir plein de questions. J'avais juste une remarque et une question avant, puis on va passer la parole à la salle. Tu as bien souligné la notion de temporalité qui est finalement un peu différente entre tout ce qui peut être écrit, tout ce qui peut être fait. Déjà, il y a eu 15 ans entre la Belgique et la France. L'après-cancer, on en parlait déjà dans le plan cancer 2. Et en tout cas, chez nous, c'est pas encore mis en place, mais je pense pas encore dans beaucoup d'endroits. Les soins de support, on en parlait dès le début. Enfin, il faut quand même du temps pour mettre tout ça en place. Il va falloir du temps. Encore une fois, la consultation de fin de traitement, elle a été identifiée effectivement par Jean-Pierre Grunfeld dans le plan cancer 2, comme tu le dis. Ça a été un peu développé dans certains centres, mais ce sont des développements qui sont très très locaux. Un développement général doit être fait, mais il va falloir trouver le financement. Alors j'allais te poser la question du financement. Il va falloir trouver le financement. Alors, à la lecture du baromètre soins de support, quand on voit que le rôle de l'infirmière d'annonce dans la présentation des soins de support à l'annonce de la maladie est finalement relativement faible, pour tout dire, je me suis demandé ce que faisaient les infirmières dans mon service. Je me suis dit... Ça, je suis surprise du résultat. Oui, mais la surprise, c'est qu'en fait, elles sont revenues aux soins, ces infirmières. Comme on a un souci matériel de prise en charge des patients, qu'on a un afflux de malades atteints de cancer et qu'on veut toujours en traiter plus, mieux et de plus en plus longtemps, ces infirmières qui vont délaisser peut-être un peu l'annonce, même si les postes sont fléchés, elles vont retourner aux soins. Peut-être que ce poste qui est fondamental, il va falloir le développer vers l'après-cancer. Peut-être que c'est une solution d'ouverture, sachant que du même coup, il n'y aurait pas forcément un financement énorme à développer, puisque le financement a déjà été donné pour l'annonce.
et que ça soit ce lien qui connaît le patient au moment de l'entrée dans la maladie et qui pourrait peut-être du même coup essayer d'entrevoir les souffrances, l'évolution de ces souffrances et des besoins pour la phase après la maladie. Et d'avoir eu ce regard un peu transversal sur l'accompagnement. C'est une idée, je n'ai pas du tout de solution, je ne suis pas Marisol Touraine et je ne souhaite pas l'être. Et enfin, du tout. Et voilà, après, il faut trouver des solutions, c'est clair. Je vais passer le micro, mais justement pour ça, pour rebondir par rapport à ça, sur les 1,5 milliard d'euros pour le plan cancer 3, il y a 700 millions qui sont dédiés aux nouvelles mesures. Et est-ce qu'on connaît la part de ces 700 millions sur le financement des ICC qu'on attend tous? Est-ce que tu as une idée ou pas du tout? Je ne saurais pas te répondre. Je ne sais pas si... Peut-être que le caméraman là-haut a la solution. Bon, je vois lever la main. Bon. Juste une petite remarque sur le baromètre, et moi aussi ça m'a un peu surpris, mais il y a peut-être un biais, parce que moi j'ai eu des internes qui ont participé au baromètre, et j'en avais discuté avant la fin, et c'était le retour que j'en avais, en disant mais les patients, les soins de support, ils connaissent pas, alors que pareil, je me suis dit mince quand même. Et en fait, il y a peut-être un problème de terminologie, c'est-à-dire que quand on leur disait les soins de support, est-ce qu'on vous en a parlé, c'était non. Est-ce qu'on vous a évoqué la consultation douleur? Ah bien sûr. Donc, faut voir aussi, les questions étaient faites de telle manière, enfin, étaient bien faites, mais c'était soins de support, s'ils n'allaient pas au-delà, et comment ça a été rempli du coup, parce que est-ce que les internes disaient soins de support? Non, ou soins de support, oui, même s'ils n'avaient pas reconnu le mot soins de support, mais avaient évoqué la douleur, là. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce problème de terminologie, c'est-à-dire que ça reste à double tranchant, je dirais. Alors, je te remercie de ta sagacité en ayant lu ce baromètre. L'idée était de savoir quel était le regard des médecins, comme on avait fait en 2010, aujourd'hui des patients, sur effectivement les soins de support. La première question, c'est qu'est-ce que représentent pour vous les soins de support? Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça représente strictement rien, mais on le sait. Quand on parle avec des journalistes et qu'on parle de soins de support, ils disent « Ah oui, c'est le glou-glou sur les pieds, c'est le ouin-ouin sur les cheveux et c'est le oui-oui dans les oreilles ». C'est pas ça du tout, les soins de support. C'est un accompagnement du malade, ça peut en faire partie. Les soins de support, c'est cette organisation et cette coordination des compétences d'abord. Et quand on rentre dans le détail, effectivement, les patients sont capables d'identifier. Alors, je te reprends un petit peu. C'est pas la consultation douleur, est-ce que vous la proposez? Oui, bien sûr. Non, c'est pas oui, bien sûr. C'était oui, mais loin d'une majorité des cas, et c'est loin d'être proposé systématiquement. C'est bien dommage. Et ça, bon, on va publier dessus, on va communiquer. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site www.edimarc avec un K à la fin.fr, puisqu'il y a le congrès de la masque la semaine prochaine, et vous aurez accès à toutes les news online depuis Miami. Évidemment, on va parler un peu du baromètre, puisque le baromètre médecins et patients font objet de deux communications orales à la masque. Donc on va relayer l'information. Je voulais juste rebondir, quand on a présenté le dossier au comité d'éthique, parce qu'il est passé en comité d'éthique, bien qu'on n'en ait pas besoin, la remarque qui a été faite par le comité d'éthique, c'est que quand on l'a présenté, on avait mis l'identification des différentes thématiques de soins de support. En premier, au même niveau que qu'est-ce que représentent les soins de support pour vous. Et le comité d'éthique a dit non, vous biaisez votre étude. Vous voulez savoir ce que sont les soins de support, et bien mettez le ressenti du patient et vous mettrez le reste à la fin. C'est pour ça qu'on a du même coup désarticulé le questionnaire et qui peut sembler biaisé, mais c'est en fait une relative bonne idée parce qu'on se rend compte que c'est le plan cancer 3. Hein. Manque de lisibilité de ce que sont les soins de support. Ok. So what? On l'a démontré également avec le baromètre. Est-ce qu'il y a d'autres questions là, ça? Ou le plan cancer? Oui, une question. Alors, la synthèse du plan cancer est très lisible, elle est beaucoup plus courte, hein, elle fait 25 pages, je crois. On a quand même la grande part des informations. Ensuite, je crois que le diaporama sera mis en ligne sur le site, vous pouvez le reprendre, hein, il n'y a rien de très personnel, tout est pompé sur le rapport de Jean-Paul Vernon. Donc, et même ton intervention qui est filmée, qui sera sur le site. Oh là, tu vas pourrir le site, il va y avoir plein de virus. Bonjour, moi je me posais la question par rapport à l'annonce justement. Est-ce que les infirmières qui font l'annonce ne sont pas un petit peu gênées parce qu'il y a
pas suffisamment de personnel pour les soins de support. On a vu tout à l'heure que ça représentait, si je me souviens bien, 1% de ce qui était, du coût global du cancer. 10%. 10 ? C'était 10%. Le plan cancer, vous parlez du plan cancer? Je sais pas, j'ai cru voir que c'était 1,5 million sur 14 1,5 million milliards. pour le plan cancer 3, mais pour l'ensemble. Sur Et 14 le milliards. coût du cancer, c'est 14 milliards. Donc effectivement, c'est 10%. Non, parce que c'est en milliards et oui, enfin bon. Tout est en milliards, c'est des sommes énormes. Oui. Donc ça fait 10% alors. D'accord. Excusez-moi. Mais c'est pas pour les soins de support, hein, le 1,5 milliard. C'est pour tout le plan cancer. Ah oui. Là, on a parlé Voilà. que des soins de support, mais le développement, effectivement, les soins de support, ça sera beaucoup Ça plus représente pas grand-chose finalement, sur le global. En tant qu'infirmière, j'ai pu travailler en cancérologie et j'ai pu voir qu'on n'avait pas suffisamment de personnel pour les soins de support. Notamment en ce qui concernait la sophrologie par exemple, ou alors même le psychologue. On était un petit peu gênés donc on pouvait effectivement proposer à la personne qui en avait besoin une consultation, mais très souvent elle était déjà partie. L'hospitalisation était terminée quand la sophrologue pouvait venir, ou même le psychologue. Est-ce que c'est pas non plus le cas pour les infirmières qui font l'annonce, de dire est-ce que je propose, mais il y aura peut-être une déception derrière parce que il n'y a pas de suivi possible étant donné le peu de moyens. On est complètement d'accord là-dessus. Je crois que c'est l'enjeu du plan cancer, c'est de pouvoir mettre les moyens derrière pour qu'il y ait un accès aux soins de support pour tout le monde. Donc se dire mettre à disposition du personnel, mais peut-être aussi essayer de rebasculer des personnels qui n'ont pas un rôle forcément identifié et de les remettre vers un rôle identifié pour accompagner le malade. La psy, les psys dont vous parlez, encore une fois, dans le plan cancer 1, il y avait un budget spécifique pour la psycho-oncologie qui a été peu utilisé. Les psys sont totalement identifiés dans cette phase après cancer. Ça reste très important d'avoir un accompagnement aussi dans la phase pendant cancer. Et il faut espérer que le plan cancer 3, dans son budget, permette le développement de postes de psy. Alors après, la sophrologue qui intervient, on rentre dans une spécificité des soignants, de certains soignants qui vont développer la sophrologie, comme d'autres techniques d'accompagnement complémentaire. Si déjà on a un bon accompagnement de la diététique, de la douleur et de la psy, c'est très bien. Ensuite, on va dans du plus... Je ne dénigre pas, hein. À Pompidou, on a développé cette unité depuis très longtemps et je suis étonné des patients qui arrivent en consultation en me disant vous pouvez faire vite, vous êtes en retard, et moi j'ai rendez-vous avec la réflexologue plantaire. Donc, ok. Mais déjà, développons les psys. Après, sur la temporalité, parce que tu y revenais, on a appelé la sophrologue, mais elle est venue, le patient était déjà parti. Le rôle, justement, de cette coordination des compétences, des soins, c'est pas d'attendre pour intervenir, c'est de mobiliser les uns et les autres de façon à ce qu'ils puissent intervenir quand le patient est présent. Et peut-être que l'idéal serait d'intervenir, enfin en tout cas de prévenir, avant que le patient n'arrive et qu'il en ait besoin. Ça, c'est une démarche anticipée. Donc on dépasse peut-être le plan cancer 3. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le programme Proche en hôpital de jour, où on a une infirmière qui appelle les patients, qui est externalisée, qui appelle les patients 48 heures avant leur venue en hôpital de jour, et on sait exactement si le patient est douloureux, s'il a perdu du poids, s'il est une humeur triste. Et du même coup, quand on lance l'OK chimiothérapie, on anticipe, on gagne du temps, mais ça permet également d'appeler l'équipe douleur, d'appeler l'équipe de psy, d'appeler les diètes, de façon à ce qu'ils puissent, dans leur agenda, dans leur planning, prévoir d'intervenir auprès du patient au moment où il vient en hospitalisation de jour. Je crois que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille. Et ce qu'on a démontré avec le programme Proche, c'est qu'on gagne du temps, on voit plus de patients, on gagne des sous, on a pu développer des choses, mais ce qui est vachement mieux, c'est qu'il y a moins de nausées, il y a moins de douleurs, il y a moins de fatigue, et c'est significatif entre 2008 et 2011, puis 2014. Voilà. Bon. Merci. Haute communication orale à la masque. Juste une petite remarque avant la question, ça ne vous embête pas. Il y a aussi la notion de connaissance des compétences. On a parlé de territorialité tout à l'heure. Et effectivement, un patient pourrait aussi être pris en charge sur son bassin, dans son territoire de vie. Et donc, sur une région comme la nôtre, où on n'est pas très nombreux et on se connaît, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas les compétences qui existent. Donc, il y a aussi cette question-là à travailler. Et puis le repérage. Oui.
besoin. Simplement, je crois qu'il y a un point qui est très important actuellement. Il faut comprendre que tout le monde fait du soin de support quelque part. Tout le monde en fait comme M. Jourdain sans le savoir. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils font du soin de support. Et je crois, on en a déjà parlé avec Florian et avec Yvan, ce qui est important, c'est que les soins de support, en fait, doivent être des soins de support référents. C'est-à-dire qu'en fait, on vient en deuxième ligne. Parce que tout soignant, tout au long du parcours de soins, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il prend en soin un peu la douleur, il doit prendre un petit peu le soutien psychologique, le soutien au niveau santé, etc. Donc je crois que c'est très important de passer ce message. Non, s'il y a un problème de soins de support, je n'envoie pas l'équipe de soins de support, je fais ce qui relève de ma compétence en tant que soignant primaire, et si vraiment je deviens incompétent ou pas suffisamment, je l'envoie aux soins de support. Je crois que c'est parce que sinon, finalement, comme tout le monde a besoin de soins de support, on ne pourra pas répondre. Donc ce qui est important, je crois que tu l'as dit, c'est de repérer, de dépister les gens vulnérables qui vont avoir vraiment besoin de soins de support. Ça, il faut vraiment faire du repérage, c'est très important. Et deuxièmement, qu'on mette alors peut-être une checklist, une checklist des soins de support à chaque consultation d'annonce. Et ceux qui ont besoin, on les envoie aux soins de support. Et je crois que ça sera vraiment le meilleur moyen de le faire. Parce que sinon, on va dire, on va envoyer à tout le monde et ça ne marchera pas. C'est du pratico-pratique. Alors, j'ai un petit peu de temps pour répondre. Ah oui. Tu soulèves des points qui sont importants. Tu parles des équipes de soins de support. Il y a les soins de support, qui sont l'accompagnement du patient et de ses proches, tout au long de la maladie et la phase après-cancer. Ça, c'est ce qu'on fait tous au quotidien, on est parfaitement d'accord. Et l'engagement de l'AFSOS, depuis le début, c'est pas de dire « nous, on sait faire, vous pas », c'est de dire « on a une expertise, on se regroupe en tant qu'experts, on essaie de regrouper le plus grand nombre d'experts au niveau francophonie, donc au niveau international, de façon à donner des axes de bonne pratique, des axes de bon accompagnement, de façon à ce que vous ne soyez pas isolés, que vous puissiez, qu'on puisse parler la même langue, de façon à ce que les uns et les autres puissent s'approprier ce langage. Et la première mission qu'on s'était fixée, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'oncologues au sein de la SOS au départ, c'est que les oncologues médicaux s'approprient les soins de support. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas butés, que nous ne soyons pas butés sur notre cible, mais qu'on soit butés sur la prise en charge du patient d'une façon globale, et sur la thérapeutique curative, et sur l'accompagnement du patient. Donc il n'est pas question de dire on réfère tout le monde aux équipes de soins de support. Il est question de dire tous là, aujourd'hui présents dans cet auditorium, on voit des patients, on accompagne des patients, et on doit se former, on doit avoir un enseignement qui permette de parler cette même langue du soin de support. On doit avoir des rudiments de douleur. Peut-être pas pour traiter la douleur complexe séquelaire que le patient va avoir après je sais pas, sa mastectomie, radiothérapie, mais pour être capable de temporiser cette douleur en attendant d'avoir le lien avec le référent douleur qui va prendre en charge correctement cette souffrance et surtout d'avoir été capable de la dépister. Et pas dire vous êtes fatigué, ouais, ok. Et sinon à la maison ça va, ouais. Bon, alors votre maladie et le traitement. Vous êtes fatigué, oui. Comment vous êtes fatigué? Qu'est-ce qu'il y a comme fatigue? Essayez de décrypter un petit peu les choses. Ah, c'est plutôt psy. On va travailler avec les psys. Là, on réfère. Ah, en fait, vous êtes très douloureux, vous avez du mal à dormir la nuit et vous êtes fatigué peut-être parce que vous dormez mal. On va voir avec l'équipe de lutte contre la douleur, etc. Et référer les uns et les autres. Après, sur la notion de complexité et voir tous les patients qui ont tous besoin de support, oui, il faut identifier les patients complexes. C'est ce qu'on fait au niveau de l'unité fonctionnelle de soins de support. Je pense que c'est ce qui est fait partout. Hein, pour les patients qui sont pris en charge sur ce mode-là, on prend en charge les patients qui ont plusieurs souffrances qui sont difficiles à gérer, pour lesquelles il va falloir avoir un regard global. Je ne sais pas si j'ai rebondi comme il fallait, mais les soins de support, c'est l'affaire de tous. On est complètement d'accord. Mais chacun fait des soins de support dans son coin, peut-être mal. Quand on regarde les traitements antiémétiques, ils ne sont pas bien donnés à tout le monde. Il y a des référentiels, il faut les connaître, il faut se les approprier de façon à ce que ça soit réalisable dans notre pratique et utiliser les bonnes molécules. La douleur, plein de patients douloureux, une immense majorité de patients douloureux. Est-ce que chacun d'entre nous, on repère la douleur? Non. Est-ce qu'on propose un traitement contre la douleur contre le patient douloureux? Systématiquement, non. Plouf. Non, mais... non, je rajoutais que l'étude de l'INCa douleur en cancérologie, c'était 49% de patients douloureux, dont 20% non traités. Ouais, oui.
Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, et je pense qu'un certain nombre ici présents, j'espère en tout cas le savent, c'est que sur le site du réseau OncoBN, il y a des fiches de repérage en soins de support. L'idée ils avaient été présentées à la première journée, je crois, Stéphane, et par Virginie d'ailleurs. On avait mis dans un groupe de travail, un certain nombre d'entre vous avaient participé. On a élaboré des fiches de repérage des besoins soins de support utilisables dans le cahier de liaison qui sont téléchargeables, utilisables par tous. Et en fait, il y a effectivement nutrition, je ne vais pas toutes les repasser. 4 questions, c'est faisable en moins de 2 minutes. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on dépiste, on envoie à qui? Au médecin traitant, à l'oncologue, au premier recours, et deuxième recours, si besoin, avec une fiche de 2e niveau. On a déjà mis ça en place en Basse-Normandie. Le problème, c'est de les diffuser et de les utiliser, de se les approprier. Et l'idée, c'est surtout par les infirmières d'annonce, mais par tout soignant. Et au cours de la maladie, on a fait une fiche aussi post-traitement avec la réinsertion pour l'après-cancer. Mais après, oui, mais c'est très peu. Pardon, mais c'est très peu utilisé parce que c'est plus compliqué après de se les approprier en cours d'annonce, en cours de chimio. L'idée, c'était de prévenir, d'anticiper pour les patients complexes. Et au-delà de trois compétences supportives, là, effectivement, il faut peut-être en discuter en RCP. Il faut les utiliser dès l'annonce, mais peut-être réévaluer aussi parce que les besoins du patient évoluent au cours du traitement de la maladie. C'est encore peu utilisé, parce que c'est pas le tout d'en avoir, les créer, c'est qu'après, il faut les utiliser. Et communiquer, mais là, on fait confiance à Xavier maintenant que le réseau est... Oui, j'avais juste une intervention, excusez-moi, je suis infirmière libérale, et moi, je côtoie régulièrement des gens en cancérologie. Le problème, vous parliez de la douleur tout à l'heure. Or, l'infirmière libérale a toute l'observation et observe son patient. Elle sait qu'il est douloureux. Elle demande au médecin traitant de voir le problème de la douleur, sauf qu'on n'a toujours pas le lien par rapport à l'évolution de cette douleur. Il ne l'imagine pas de la même façon que nous. Et donc, on a des traitements qui sont des fois trop tardifs. Et résultat, le patient souffre énormément. Donc je voulais savoir, moi en fait, c'est toujours le même problème, c'est le problème de la communication et d'entendre ce que l'infirmière essaye de faire comprendre au médecin, parce que des fois on n'est pas comprise. Et donc le patient ne pourra pas être pris en charge non plus correctement, puisqu'en fait nous on le suit tous les jours et le monsieur ou la dame ou l'enfant souffre tout le temps. On n'a pas cette évolution et des fois on arrive à des situations de catastrophe, soit hospitalisation, soit décès, et parce que l'appel n'a pas été entendu. Je crois que le rôle de l'infirmière qui va coordonner tout ça, s'il est créé, a ce rôle fondamental à jouer, c'est d'être en lien justement avec les équipes qui vont être en ville. C'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Avoir un médecin qui appelle un autre médecin, c'est difficile, ça se fait mal, mais on peut l'envisager. Avoir une infirmière qui appelle un médecin, il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas, et du coup, ça limite les choses. Si on a une infirmière qui prend ce rôle et qui va appeler ses collègues, qui va appeler les psys de ville, qui va appeler les diètes de ville, qui va appeler les pharmaciens, qui va appeler les uns et les autres, peut-être que le regard sera un peu différent et du coup, la communication et l'échange, comme vous le dites, sera plus facile. Bon, ensuite, il y a voilà, on est sur un plan, on est sur une projection, des propositions, c'est-à-dire un état des lieux de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait, de ce qu'il faudrait développer. Donc si on en parle, c'est justement parce que ça n'a pas été développé. Donc je ne peux que rebondir sur ce que vous dites et vous proposer de vous mettre en lien avec les différentes personnes ici pour améliorer les choses. Ça fait partie de programmes de recherche. Oui, moi je rebondis. Je pense qu'il y a une personne là, deux personnes à la tribune qui ont parfaitement entendu ce que vous disiez, qui sont au courant d'ailleurs. Tout à fait, mais l'utilisation des fiches, vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs, qui seront dans le cahier de liaison, donc est aussi un outil de communication qui a été mis en place avec un groupe ARS piloté par le Dr Baucher, c'est aussi cet objectif de communication, et vous parliez d'imagination de la douleur, mais si vous remplissez cette fiche et que le patient repart voir son médecin avec la fiche remplie l'évaluation, je pense qu'il sera un petit peu plus obligé de répondre. Oui, ma question c'était un petit peu là-dessus aussi. Rejoint la question de l'infirmière libérale, c'est de savoir quel support de communication on peut trouver pour que tous ces intervenants puissent travailler sur la même problématique, quoi. Oui, je sais, Xavier est venu souvent nous parler. Moi, je représente la coordination d'un groupe de 250 médecins généralistes en Basse-Normandie qui se forment régulièrement. Et Xavier est venu déjà nous présenter Onco Basse-Normandie, il n'y a pas de problème. On a déjà travaillé sur soins de support il y a quelques années avec nos connaissances qu'on avait à l'époque, et c'est vrai que ça évolue non plus vers la douleur, mais
vers une globalisation du patient. Maintenant, c'est effectivement le moyen de communication. Est-ce qu'il doit être informatique? Est-ce que vous avez travaillé déjà là-dessus? Alors, au tout début, je vous ai parlé du téléphone que réclament les généralistes. C'est ce qui est dans le plan cancer. Je vous dis, je l'ai vécu en direct parce qu'en allant dans différents groupes de généralistes en ville pour proposer justement une solution de suivi du patient. Un suivi où on a des patients hospitalisés qui vont sortir, une infirmière coordinatrice qui va faire la plateforme avec des iPads, un serveur sécurisé, bon, un truc un peu sioux, effectivement par électronique, où chacun a des entrées sécurisées et peut suivre le malade. C'est que le généraliste peut suivre son patient quand il est hospitalisé et l'hôpital, par le biais de cette infirmière, va pouvoir faire une visite virtuelle au domicile quand le patient est rentré chez lui. Quand je suis allé voir ces différents groupes en leur proposant cette solution, je vous dis, dès le début, c'était « Ok, c'est bien, vous avez un numéro de téléphone ?» Et là, je vous le fais avec une petite voix à la hypnotique, mais ça a été avec un ton beaucoup plus sabrant. Donc, il y a des choses à développer, il y a plein de projets à développer. Là aussi, ça fait partie de la recherche. Ensuite, chaque endroit, chaque localité a son mode de fonctionnement, a ses cultures, a son historique et doit peut-être travailler vis-à-vis de ça. On peut peut-être rajouter un mot aussi, tu as abordé le DCC, c'est aussi un moyen de communication, pas seulement pour l'informatisation des données en RCP, le but du DCC c'est aussi d'intégrer les soins de support, tout le parcours de soins. Donc c'est quelque chose qui se met en place, qui commence à se mettre en place en Basse-Normandie, ça existe déjà dans 7-8 régions en France, ça marche. Et le parcours de soins n'est généralement pas encore intégré, mais ça commence à arriver. Donc après, il y aura une connexion. Je sais que c'est un souhait important des médecins généralistes. Ça va exister, il y aura un portail qui permettra aux médecins d'accéder à l'ensemble des données, aux pharmaciens à un autre ensemble de données, aux patients à un autre ensemble de données. Donc, mais ça prend un peu de temps, sauf que maintenant, on a une collaboration forte avec l'ARS et le GCS pour développer cet outil. Concernant les soins de support, donc pour l'instant, il y a le dossier papier qui, certes, vaut ce qu'il vaut, mais il faudrait qu'il soit développé et clair. Enfin, c'est vraiment un problème d'information, mais c'est du travail de tous parce que je crois qu'il faut former les patients et leur apprendre à le présenter, à nous le mettre sous le nez parce que nous-mêmes en consultation, on n'y pense pas toujours et forcément, le jour où on y pense, le patient ne l'a pas. J'ai vu une patiente hier, je lui ai dit « Avez-vous votre dossier ?» Elle me dit « Je l'ai amené tous les jours, on ne me l'a jamais demandé, donc ce coup-ci, je ne l'ai pas amené. » Voilà, donc je lui ai dit « Vous le mettez sous le nez de chaque médecin, de chaque soignant, donc c'est du devoir de tous, c'est du devoir du patient, c'est du devoir du médecin, c'est du devoir de l'infirmière de rabâcher ça. » Et là, juste un petit écart concernant les patients de Baclès, il y a le portail patient qui va s'ouvrir. Donc ça, ce sont les patients suivis à Baclès, où on aura accès, où les médecins généralistes auront accès pour leurs patients à l'ensemble des consultations, y compris aux consultations de soins de support. Merci Virginie. Est-ce qu'il y a encore une autre question? On a encore le temps à une autre ou une dernière ou pas? Petite dernière, oui. Si je suis désolé, Stéphane. Stéphane? Non? Non. Juste, Florian, l'AFSOS avait participé aux recommandations du plan cancer, avait fait un certain nombre de recommandations. Et je voulais un petit peu avoir ton sentiment. Est-ce que tu es complètement satisfait de ce qui concerne les soins de support dans le plan cancer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées? Voilà. Difficile, hein? Ça ne sera pas. J'ai l'impression d'entendre mon interne à 21h30. Juste une petite question. Ok. Est-ce qu'on peut être satisfait pleinement? Non, on est français, on n'est jamais satisfait complètement, on peut toujours tout critiquer. Toutefois, je crois qu'il y a un effort particulier qui, malgré tout, a été réalisé dans le regard autour des soins de support et autour de l'organisation de la prise en charge des patients. Je suis très heureux qu'on parle beaucoup de l'après-cancer, parce que c'est un thème qui, malgré tout, a été complètement oublié auparavant, même s'il avait déjà été identifié. Les souffrances des patients et les souffrances séquelaires sont très importantes. Je suis en 2006 de la session à l'ASCO où on parlait de troubles cognitifs.
On se rendait compte que le patient commençait la maladie avec des troubles cognitifs, qu'en arrivant à la fin du traitement adjuvant, il était à l'acmé des troubles cognitifs, et que 6 mois, 2 ans après, il était encore largement à 2 ou 3 fois au-dessus de la baseline à l'inclusion, alors que c'est le moment où il a repris son boulot, il se retrouve confronté à ce retour dans cette vie excessivement difficile sociale dans laquelle on est. Donc qu'on en parle aujourd'hui, qu'on le mette en avant, je trouve ça formidable. Ensuite, quand Vernant est venu présenter le plan cancer au congrès de la SOS, il s'est fait pas mal chahuter, peut-être parce qu'il s'est senti agressé quand il est, enfin, il s'est pas senti dans une atmosphère d'accueil quand il est arrivé, peut-être parce que on n'avait pas lu le plan cancer réellement. Peut-être parce que la présentation n'avait pas été faite comme elle aurait dû être faite à une population de gens qui sont un petit peu regardants par rapport à ça, vis-à-vis de ça. Personnellement, j'ai été très critique après l'avoir écouté. En ayant fait l'effort de lire le plan cancer, je modère un petit peu les choses. Y compris sur les réseaux, parce que ça a été une critique assez violente qui lui avait été formulée. On ne voit pas tellement les réseaux apparaître. Il y a deux ou trois points où les réseaux sont identifiés. Néanmoins, il y a un accent qui est mis sur le lien avec les réseaux, sur le lien avec les RS, sur le développement des HAD. Sur ce lien, donc je pense qu'il y a malgré tout un effort qui est fait. Ensuite, ça n'est qu'un plan. Ce n'est qu'un bout de papier finalement, de gens qui se sont réunis dans un bureau pour pondre un truc qui était imposé par la présidence de la République. Est-ce que ça sera mis en application? Je ne sais pas, c'est là qu'il faudra surveiller les choses. Si tout ce qui est dit est mis en application, je crois que c'est pas mal. C'est déjà vraiment une belle avancée. Et on va quand même plus loin que le plan de Jean-Pierre Grunfeld, que personnellement j'avais trouvé déjà très novateur. Et encore une fois, je tiens à rendre hommage aussi à David Kayat qui avait sorti le premier plan cancer, parce que c'est quand même grâce à ce premier plan cancer qu'on a enlevé le tabou du cancer, qu'aujourd'hui on est capable de prendre en charge mieux les patients atteints de cancer. Donc on verra, il faudra voir les actions. Mais les actions, c'est nous, hein. C'est pas la peine après d'aller voir Jean-Paul Vernant pour le critiquer, c'est ce qu'on va être capable de mettre en place, ce qu'on a déjà mis en place, et ce qu'on va pouvoir développer en lien avec les réseaux, les ARS, et puis dans les établissements et en ville. Si dans 5 ans on se retrouve ici, et qu'on a une solution de véritable lien ville-hôpital avec des équipes de généralistes qui disent « moi c'est bon, j'ai une fluidité de l'information avec des patients qui ont une connexion parfaite dans leur accompagnement au domicile », je pense qu'on pourrait être super content. 5 ans, t'es optimiste, mais ok. Xavier, on prend rendez-vous. Bien, mais je crois qu'on va arrêter là, on va pouvoir après continuer avec Stéphane Chaise. Merci en tout cas, Florian.